Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Quand l'IA révolutionne la créativité. Bienvenue à tous, merci d'être présents, d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est vraiment une joie de vous retrouver. En tout cas, je pense que certains avaient suivi peut-être déjà notre premier webinaire. Aujourd'hui, on va monter d'un cran et on va vous présenter donc avec Alexis. Salut Alexis. Bonjour. Et avec Martino, donc notre collectif. Salut, Salut. salut. Donc voilà, on va vous présenter donc notre vision un petit peu de la créativité augmentée, c'est-à-dire de la créativité au service du client, au service du produit, mais avec des nouveaux outils. En même temps, quand le marteau est arrivé pour le maçon, bah, on ne peut pas se dire non, j'en veux pas, je continue à faire mes clous à la main ou comme on faisait autrefois. Là, c'est la même chose en fait. On a des outils qui arrivent et là, vous voyez les magnifiques visuels que vous a préparé Alexis. On est dans des niveaux de qualité qui sont tout à fait, je vais pas dire honorables parce que le mot est trop faible, mais qui sont de niveau, je sais pas comment tu qualifierais ça, Alexis, de niveau d'une campagne tout à fait classique. Ah oui, tout à fait. Ce sont des images qui pourraient être utilisées demain dans un affichage 4x3 dans le métro ou ailleurs, sans discuter. Même si je dis peut-être pas une chose très exacte en disant qu'on peut proposer du 4x3, parce que avec Midjourney, mais ce que je veux dire dans l'absolu, avec un upscaler, on peut tout à fait agrandir considérablement les images générées par Midjourney, et on est pratiquement en mesure de faire des prints de très grande taille. Donc oui, Voilà. effectivement, ce sont des images qui pourraient être utilisées avec les bons outils, les bons upscalers pour faire des campagnes d'affichage, par exemple. Donc, bah, je vous propose de faire un petit tour de table. Donc, bah, Alexis, tu avais la parole. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Alexis Choron, je suis formateur Midjourney depuis le début de l'année 2023, et avant d'être formateur de Midjourney, j'ai passé 7 ans dans l'écosystème blockchain et Web3 dans lequel j'étais formateur. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours évolué dans les nouvelles technologies. J'ai été entrepreneur depuis les années 2000. Rapidement, j'ai travaillé en tant qu'entrepreneur dans le web, dans l'impression 3D, dans la blockchain et aujourd'hui dans l'IA. Donc, je suis très fan de toutes les nouvelles technologies, des technologies disruptives. Voilà. Et aussi prompt artiste, hein. Tu travailles aussi Oui, pour des évidemment, marques, des demandes absolument. spécifiques de Mm, mm. création d'images. Je forme les créatifs en agence et freelance, donc principalement des directeurs artistiques, des directeurs de création, des graphistes, des designers, des gens comme ça. Petit écho. Martino, tu veux te présenter? Ouais, bah du coup, moi c'est Martino Bertucci. Je suis du coup dans la blockchain depuis assez longtemps. J'ai commencé en enseignant du coup la blockchain à l'université du Mans et de Laval vers 2016-2017 par là. Et puis lancé mon entreprise en 2022 et depuis en fait j'accompagne les entreprises à se lancer, à intégrer la blockchain et l'intelligence artificielle qui faisait partie du travail que je faisais précédemment en optimisation et en euh, gestion des images aériennes pour le compte de Maplink. Hein. Donc ceux qui connaissent, qui ont utilisé Mappy, bah, vous avez utilisé nos algorithmes à nous. Et voilà, et aujourd'hui, on monte cette agence d'accompagnement. Voilà. Donc, j'écris régulièrement des articles sur l'IA et sur la blockchain, sur l'intégration de ces deux technologies pour l'usage de l'humain. Voilà, suivez donc Alexis sur la qualité de ses prompts, de sa vision aussi de l'IA générative d'images sur LinkedIn. Donc Alexis Choron, Martino Bertucci, 2T2C. Sur LinkedIn aussi, c'est des mines d'or à chaque fois. Je vois que d'autres personnes nous ont rejoints. Donc bienvenue, bienvenue dans cette formation, dans cette formation webinaire, on va dire, plus de présentation. On va vous montrer ce qui est possible de faire. Et Pour ma peut-être tu part, peux te présenter vite fait, Samuel. Samuel, donc fondateur d'Acadie. Donc nous, on est une agence conseil en intelligence artificielle et en blockchain, et on forme aussi. Donc on est une structure certifiée Calliope. Donc ça permet de rendre éligible au financement, notamment les OPCO, pour les entreprises, de former vos personnes avec une structuration légale, administrative, donc de porter toute cette formation-là. Et à côté de ça, je donne beaucoup de conférences sur l'acculturation, on va dire le premier niveau. Alors, j'ai un petit écho, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être Martino. Non, je ne sais pas.
peut-être le côté Linux. Et donc, voilà, Effectivement. la formation d'acculturation, donc dans un premier temps, hein, de former vos équipes, de se dire qu'est-ce qui est possible, et puis ensuite d'envisager ou pas de continuer sur cette voie. Donc un premier niveau avec ma partie. Alexis qui arrive en deuxième rideau, j'allais dire, sur la création, la formation des créatifs, donc des gens qui vont vraiment développer un nouvel outil. Et vraiment, on est, j'essaye de vous faire comprendre, à l'aube d'une nouvelle ère et d'un nouvel outil. Et c'est aujourd'hui, tous les créatifs utilisent Photoshop ou des équivalents de logiciels. Mais on ne peut pas se dire aujourd'hui, on se passe de ces outils-là qui n'est qu'un outil. Et Midjourney, on va voir d'autres Stable Diffusion dont va vous parler Martino, en est un aussi. Donc voilà, Alexis va former vos équipes à savoir utiliser ces outils-là, donc notamment Midjourney. Et alors, on va dire troisième niveau, beaucoup plus technique, Martino, lui, qui va être sur le sur-mesure, la haute couture. S'il y a de besoins spécifiques, il y a besoin de développement, bah, ça va être Martino qui va s'occuper de ça. Donc, pour résumer un petit peu nos trois compétences, moi, je m'occupe de la partie acculturation, séminaire, formation, partie structuration pédagogique aussi de ces approches-là, de porter ces formations en agence. Alexis qui vient former vos équipes pour les outils Midjourney, et Martino qui va être notre technicien et qui vient compléter cette, j'allais dire, Dream Team, tous les trois, donc pour Et qui créer crée des outils sur mesure pour nos clients. Exactement. Voilà. Donc, eh ben voilà, c'était la petite introduction, le temps que tout le monde arrive. Bienvenue encore à vous, à ceux qui viennent d'arriver. Donc, on va voir dans cette heure, hein, le but c'est de rester jusqu'à midi maximum, hein, donc je sais que chacun a du temps qui nous est compté. Donc, pour qui s'adressent ces outils-là? Pourquoi faire? Ça aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont aussi les limites? Ça ne fait pas tout, et ça aussi, faut en être conscient. C'est bien de le dire, ouais. Mm. Ouais, bien sûr. Et comment on s'en sert? Donc là, on va voir un feu d'artifice. Alexis nous avait fait ça au salon IA Web3 l'année dernière. On prend plein les yeux. Donc vous allez voir des prompts, vous allez voir des images se créer sous vos yeux. Et ça qui est intéressant, c'est ce que vous voyez là, cette robe magnifique, lumineuse. Donc c'est un prompt d'Alexis qui a généré ça. C'est une nouvelle forme d'art. C'est une nouvelle forme d'artistique. Alors art, je mets des gros guillemets dessus, mais il y a de l'art dans la façon dont on écrit ces prompts. Mm. Derrière, l'image est faite bien sûr par l'IA, mais c'est une vraie question de se dire, il y a, enfin, Alexis, tu vois ce que je veux dire, de Mm. trouver les mots, de trouver l'ordre des mots, tout ça, Ouais. ça prend du temps et ça s'apprend. Le wording, la structuration des prompts. Après, évidemment, on peut s'aider avec des logiciels comme ChatGPT ou Bard. Moi, j'utilise ces deux logiciels pour créer des prompts. Et donc, je montrerai après que j'ai des, euh, des prompts tout écrit déjà sur un certain nombre de sujets que je peux modifier ensuite à loisir. J'ai une base de prompts que je peux modifier sur chaque sujet qui m'intéresse. Et je montrerai un petit peu tout ça tout à l'heure, effectivement. Donc, voilà. Ou avec qui, donc on verra aussi ces outils. Et puis, en fin de présentation, Martino nous montrera aussi les choses qu'on ne peut pas faire avec Midjourney et qu'on peut faire avec d'autres IA sur mesure un peu plus techniques. Donc, pour qui? Bah, ces outils-là, ça s'adresse aux graphistes, aux designers, aux gens qui pensent aux créatifs au sens large. On a formé Alexis, tu as formé en l'occurrence une société qui fait des séries télé. Oui. Donc, c'est des besoins spécifiques sur les décors, sur Mhm. le design en général, les objets, le stylisme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors effectivement, on peut former les gens à différents types d'utilisation de Midjourney en fonction de leurs besoins et de leur titre, de leur job. Effectivement, j'ai formé pas mal de gens en agence sur différentes problématiques. Principalement, les gens souhaitent créer des images photoréalistes. C'est ce qui intéresse le plus les gens. Ensuite, on utilise différents types d'options qu'on peut faire, qu'on peut développé avec Midjourney. Donc là, les images photoréalistes, bah après l'illustration et toute sorte d'images qu'on peut générer pour les agences, les créatifs. Voilà. Voilà, donc les directeurs artistiques, les directeurs de Hmm. création, que ce soit en Tous les freelance. gens qui sont susceptibles de créer des images, en fait. Voilà. Exactement. Sur les réseaux sociaux, voilà, tous les niveaux. Pas forcément des photos, pas forcément des images photoréalistes, encore une fois, mais tout type d'illustration visuelle, en fait. Ouais, c'est ça, même des gens qui font des livres, des illustrations pour enfants, Absolument. On peut des faire de la photos bande mariage. dessinée, on le verra tout à l'heure à travers un exemple. On peut faire des bandes dessinées avec Midjourney.
Voilà, tout type, exactement. Dès qu'il y a besoin d'images, quelque chose, même du storyboard de film, le roughman, Mhm. un métier, j'ai l'impression, qui est en train de muter aussi, de faire ces roughs qu'on faisait nous en agence, donc les plans, les différents plans quand on veut faire un film, une publicité, un court-métrage, etc. On peut tout à fait les demander à l'IA de faire ça. Donc vous allez voir, le champ est très vaste et on va essayer de, pas d'être exhaustif, mais en tout cas de voir pourquoi faire. Donc des affiches, des moodboards, on va vous présenter beaucoup d'exemples dans ce domaine-là. Des storyboards de sites web, là aussi c'est intéressant, la création de logos, l'architecture. En fait, c'est vraiment une magnifique source d'inspiration. Et bah, c'est pas d'ouvrir le débat, mais en tout cas de se dire ça va pas remplacer le créatif. C'est un nouvel outil à son service. C'est un Est-ce outil que qu'on rajoute dans la boîte à outils des créatifs, une boîte à outils qui comporte des logiciels comme Photoshop, Illustrator, Canva, Figma et autres, auxquels on rajoute des logiciels d'intelligence artificielle générative, en l'occurrence Midjourney pour ce qui me concerne, mais aussi qu'on peut faire fonctionner couplé à ChatGPT et Bard, comme j'ai dit tout à l'heure. Et effectivement, on peut faire beaucoup de choses et ça booste la créativité et permet de travailler beaucoup plus vite que ce qui était possible de faire avec les outils traditionnels jusqu'à présent. bah, c'est ce que disait Gartner à l'Institut Gartner qui sortait son étude l'année dernière, qui disait en fait tous ces outils d'intelligence générative au sens large, dont lequel fait partie Midjourney pour la partie image, mais ChatGPT aussi, il dit c'est un outil formidable pour booster la productivité. On est Mhm. vraiment dans ce système-là. C'est qu'on va pouvoir faire plus de choses Plus de plus vite. choses, plus vite et parfois même de meilleure qualité. Exactement. C'est extrêmement parfois Je suis surprenant le parfaitement résultat. d'accord avec cette définition parce que c'est un peu comme l'arrivée des tablettes graphiques à un moment donné, hein. On a eu certains mots de personnes qui résistaient, qui préféraient, il y en a encore, c'est un style, c'est des gens qui continuent à dessiner sur papier, mais on peut tout à fait commencer à dessiner sur la tablette, on se rend compte qu'elle est pratique parce qu'on peut revenir en arrière, parce on peut faire de plusieurs couches, parce qu'on peut utiliser des filtres avancés, tout ça, etc. Donc, bref, en fait, c'est devenu un outil supplémentaire de par les temps qu'on apprivoise l'outil. Et justement, grâce à notre collectif, notre but, c'est justement de vous aider à faire cette migration le plus aisément possible et surtout que ce soit une valeur ajoutée, que ce soit quelque chose qui vous apporte de la valeur à la fois en termes de temps, d'efficacité, mais aussi en termes créatifs. Voilà. Et on dit souvent aujourd'hui, l'IA ne vous remplacera, l'IA remplacera les créatifs. C'est pas vrai, c'est pas l'IA qui remplacera les créatifs. L'IA n'a pas d'intention, l'IA est un outil. En revanche, les créatifs qui savent utiliser l'IA pleinement, eux, remplaceront les créatifs qui ne savent pas l'utiliser ou qui ne souhaitent pas l'utiliser. Je donne souvent cet exemple, puisque j'étais photographe avant de faire ce que je fais aujourd'hui. J'étais photographe à l'époque où on est passé de l'argentique au numérique. Et il y a beaucoup de photographes qui ont refusé, qui se sont trouvés plein de mauvaises excuses pour refuser de passer du numérique, de l'argentique au numérique, pensant que c'était pas de la vraie photo, que c'était pas authentique, que c'était une mode, que ça durerait pas, etc., etc. Ils sont trouvés toutes les mauvaises raisons, mais ce qu'ils n'avaient pas compris et ce que ont compris ceux qui sont passés à l'argentique, c'est que le workflow d'un photographe qui est en argentique est beaucoup plus long que celui qui est en numérique, parce que le workflow du photographe argentique, il doit soit développer ses photos lui-même, ce qui prend du temps, soit les faire développer par un studio, ce qui prend du temps aussi. Alors que une fois qu'on avait des appareils photo qui se branchaient à des ordinateurs avec un câble et qu'on pouvait transférer ces photos sur Photoshop, et il fallait quelques minutes pour développer une photo, alors qu'il fallait plusieurs heures ou plusieurs jours selon la vitesse à laquelle travaillaient les studios pour développer une photo en argentique. Et donc, les photographes argentiques mettaient 3 jours à développer une photo, quand les photographes numériques mettaient 3 minutes à développer la même photo. Ce qui veut dire qu'ils étaient plus compétitifs en termes de timing, de rapidité, d'exécution. C'est la même chose sur ce qu'on peut voir ici. Donc, la création de ces affiches, bah, un bon graphiste peut le faire. On peut prendre une Oui, photo, on peut mais prendre de la 3D, ça on lui peut le faire. prendra beaucoup de temps. Exactement. Voilà, c'est dans la productivité. Donc, dans ce temps, Il dans est ce qu'on... clair que dessiner une affiche comme celle de gauche, pour un graphiste, avec des outils traditionnels, on va dire des feutres, même avec Photoshop, hein, même avec des outils ou Illustrator ou autre, ça prendrait des heures. C'est ça. Là, ça s'est généré en 30 secondes à partir d'un prompt structuré pour obtenir ce type de résultat. Donc là, quand tu as fait cette image, on voit aussi on va dire la qualité, la beauté de l'affiche et en même temps le texte qui n'est pas bon pour le coup. Oui, alors j'ai laissé le texte intentionnellement dans la fiche de gauche et celle de droite pour qu'on voit bien que Midjourney aujourd'hui n'est pas en mesure de générer des textes de manière efficace. Je crois que ces images-là, il me semble de mémoire qu'elles ont été générées sur la version 5.2, mais c'est à peu près la même chose sur la version 6. Le texte fonctionne quand on a des mots courts
et éventuellement quand on a un mot ou deux, mais c'est difficile d'obtenir des résultats probants avec des phrases entières, ce qu'on peut obtenir avec d'autres logiciels, comme on l'a vu ensemble avec Ideogram, par exemple, il est tout à fait capable de produire du texte cohérent, et y compris des phrases entières. C'est pas Donc le cas là, aujourd'hui sur Midjourney, mais ça devrait, à la vitesse à laquelle avancent les choses, ça devrait être le cas certainement pour la prochaine version, ou la version 7 qui arrivera dans les mois qui viennent. Grosso modo, il y a une nouvelle version de Midjourney tous les 3 mois. Donc ça va très vite. ça va très très vite. Déjà la version, enfin, à chaque fois ils annoncent une nouvelle version, on fait plein de tests et se dit ah c'est bien mais c'est pas encore parfait parfait. À chaque fois il y a Mhm, toujours ces petites frustrations là. On parlera de la consistance tout à l'heure, mais c'est exactement ce qu'on vit en ce moment là les derniers jours sur les versions qui sont sorties. Donc là on mhm. comprend bien la version droite et gauche. L'image est faite par Midjourney, le texte aussi, et on voit Oui, le petit problème que ça peut poser. Au milieu, on est d'accord, tu as fait l'image et par-dessus c'est dans Photoshop, tu as j'ai rajouté. rajouté avec Photoshop du texte, voilà. Voilà, donc on combine les outils. On Ce peut, qui voilà, permet, c'est le voilà, gosse, exactement. C'était un exemple pour montrer qu'on peut combiner deux outils, en l'occurrence Photoshop et Midjourney, pour réaliser une affiche en quelques minutes. Il m'a fallu quoi, une minute ou deux pour trouver l'image qui me convenait dans cette affiche du milieu. Et ensuite, il m'a fallu 5-10 minutes de plus pour trouver la bonne police, inclure le logo de l'Université d'Athènes dans l'image et mettre du texte qui soit cohérent. Donc ça, voilà. voilà, une affiche qui a été faite en 5 minutes. Donc, quand tu dis Euh, trouver la bonne image, c'est le prompt, reprompter, relancer, et parmi Voilà, c'est ça. les C'est-à-dire que images classées, trouver aussi. cette image de maison moderne que j'ai présentée ici, c'est pas la première image qui a été générée. J'en ai généré une dizaine avant de trouver la maison, les couleurs qu'il me fallait. J'ai réitéré, j'ai changé différents paramètres du prompt. Je vous montrerai tout à l'heure comment on change différentes parties du prompt pour modifier des images de manière euh, importante. Sur les mood boards aussi, ça c'est intéressant quand on travaille en agence. Moi, je travaillais 15 ans en agence de communication. C'est vraiment ces planches tendances de se dire Mhm. dans quel univers on va se trouver. Est-ce que tu nous parlais de cet univers de la montre? Oui, alors la montre, j'ai choisi, donc j'ai créé cette montre avec un mood board qui montre des matières et des couleurs en haut. En bas, à gauche du mood board, donc il y a trois photos dans le mood board de gauche. Il y a celle du haut avec les deux montres et différentes matières et couleurs qui donnent une indication de ce qui m'intéresse et de la couleur des matériaux que je souhaitais utiliser. Ensuite, en bas, j'ai une photo noir et blanc qui montre un horloger en train de construire une montre. Et en bas à droite, le mannequin qui n'est pas un mannequin, qui a été réalisé par Midjourney aussi, qui porte la montre en question. Voilà, un visuel Voilà. d'affiche, une planche Pareil tendance. pour la fiche de droite, un plan d'une rue de Rome. Ensuite, en bas à gauche, des matières et des couleurs, des coloris. Et à droite, des jeunes modèles qui portent les matières et les coloris de la photo de gauche, C'est intéressant de comparer de aussi, l'image de gauche. c'est de voir aussi la pellicule, en tout cas l'aspect, le rendu, aussi la Mhm. texture qu'on peut donner. C'est pas seulement l'image en elle-même, mais effectivement les mouvements de le montre, mais de se dire, on voit bien entre la photo de la fille à la montre et le groupe, on n'est pas sur le même rendu et Non. le pire un petit peu Non, de parce qu'il y a l'image. il y a des indications d'éclairage, d'appareils photo, de pellicules, de filtres qui ont été rajoutés dans les images et donc qui sont différenciants de l'une à l'autre. On parlait tout à l'heure des illustrations. Ça aussi, c'est des choses qui marchent très très bien sur des illustrations style peinture. Ou voilà, pour Noël, moi j'ai offert à ma petite nièce un tableau de chevaux qui couraient sur la mer. C'était fait par Midjourney, upscalé pour vraiment avoir le rendu, le grain, pour pouvoir l'imprimer sur un grand poster. Mais c'est des choses qui sont magnifiques et qui sont faites en quelques minutes. Et sachant que Midjourney reconnaît le style de 3000 artistes différents, parmi ces artistes, bien entendu, il y a des illustrateurs et les illustrateurs les plus connus sont reconnus par Midjourney. Et donc, on peut tout à fait envisager de copier le style de l'un ou l'autre ou de mélanger les styles de plusieurs illustrateurs pour obtenir un style à soi. Euh, je recommande pas de copier pour un usage commercial parce que ça, c'est passible Mhm. d'amende et autre chose, de poursuite. Mais en revanche, utiliser le style combiné de trois ou quatre illustrateurs connus pour en fabriquer un euh, original et authentique, c'est tout à fait possible et recommandé. Mais on a l'impression d'avoir le Krav Maga de l'illustration, quoi. C'est tout à fait ce qui se fait en tant qu'artiste naturel. Enfin, ce que je veux dire, on observe des styles Hmm, différents. c'est On ça? fait les voyages du monde pour observer différents styles, différentes façons de rendre l'art. Et puis, en fait, on s'en inspire un peu partout. Hein, on peut prendre un peu d'un pointillisme, un peu d'impressionnisme, un peu. Enfin, ce que je veux dire, on s'inspire en fait du style qu'on observe. C'est ni plus ni moins en fait ce que l'on ferait en tant qu'artiste
traditionnel, on va dire celui qui prend le pinceau. La différence, c'est qu'ici, en fait, on n'a pas besoin d'apprendre la technique du pinceau, mais voilà, ça reste quand même à condition, effectivement, si vous prenez un bout des crayons et du papier et que vous copiez à l'identique la fiche de quelqu'un, euh, est-ce que c'est vraiment la faute du crayon et du papier ou en fait c'est nous qui avons sciemment copié une affiche qu'on avait Sciemment ou sous les yeux. inconsciemment, parce que parfois ça peut être aussi inconscient. On va copier un style sans qu'on Parfois, s'en ça rende peut compte. être inconsciemment, mais voilà, ce que je veux dire, c'est Mhm. rarement la faute du papier. Et encore moins celle du crayon. Voilà. Je voulais juste ajouter une chose, c'est que typiquement, moi, j'ai aucune compétence en dessin. Et ce qui est intéressant avec Midjourney ou ces outils-là, c'est que même des gens comme moi qui n'ont aucune compétence en dessin, ni formation, ni quoi que ce soit, peuvent créer des images de qualité une fois qu'ils maîtrisent la structure des prompts et les différentes paramètres du logiciel. Et ça, c'est vraiment un plus, je pense, qui va, on va dire, booster la production mondiale artistique qui ne sera plus uniquement réservé aux gens qui ont des compétences picturales ou autres, mais qui sera abordable pour tous les gens qui auront un minimum de maîtrise de ces logiciels. Donc ça veut dire que d'un côté, on va avoir une explosion de la créativité de gens qui n'étaient pas des créatifs originellement parlant et qui le sont devenus parce se sont formés à ce logiciel. D'un autre côté, à long terme, on peut aussi penser que ces outils vont uniformiser le style créatif des gens et on va se retrouver avec quelques styles très parlants donc d'un côté il y a à court terme je pense le foisonnement créatif qu'on va avoir dans les mois qui viennent et en même temps, mais ça restera à voir. Il est possible qu'on assiste aussi à une uniformisation des styles picturaux, en fait. Oui, Autrement dit, tout le monde créera plus ou moins les mêmes images. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, quand on regarde des images, quand on voit sur son fil d'actualité, sur LinkedIn ou ailleurs, des images de Midjourney, elle le reconnaît quasiment tout de suite. il y a le style à la Midjourney, Voilà. Ouais, c'est ça. plus dans la photo photoréaliste que dans l'illustration, j'ai l'impression. Mm, mm, mm. Mais effectivement, ça, en fait, je pense qu'il y a deux visions. C'est de se dire, soit il y a une mutation de l'artiste traditionnel vers le prompt artiste, et finalement, c'est plus la maîtrise du crayon, du feutre qui est important, mais c'est la maîtrise du prompt. Ou peut-être une autre vision, c'est de se dire, ça doit marcher en team. Des gens qui sont prompt artistes, qui vont faire des images en fonction d'une idée créative, du Mhm, créatif qui va dire j'aimerais ça et ça, et le créatif peut être capable de reprendre la main, de retoucher. Finalement, la fille, je la voulais sans lunettes, je voulais qu'il ne sourie pas, voilà, de pouvoir aussi reprendre la main, retoucher ces images qui ont mhm. fait 80% du boulot, mais il reste encore 20% à retoucher. Heureusement, il reste encore 20% de boulot à faire par les humains. C'est ça. Ouais, voilà. Je vois qu'on nous dit le prompt, c'est de la poésie. Pourquoi pas, effectivement, de se dire, de chercher à avoir une nouvelle façon d'écriture, de l'écriture textuelle, pour le coup, au service Et de puis, l'humain. c'est aussi, on peut aussi imaginer combiner les deux, c'est-à-dire qu'une personne qui a des compétences et même un talent pictural indéniable, qui maîtrise le crayon, le pinceau, et qui va utiliser cet outil en complément de notamment, on peut importer des images dans Midjourney ou dans d'autres générateurs. Donc, une personne qui sait elle-même déjà dessiner peut importer des images qu'elle a créées elle-même et ensuite les modifier à partir de Midjourney. Voilà, ça devient une image de référence et on a ce style-là. Quand on Exactement. a un artiste qui a déjà fait des images traditionnelles sur Illustrator ou avec son pinceau, on peut nourrir aussi des algorithmes. J'avais fait sur Renault ML, c'est une autre IA. On envoie une vingtaine d'images et on lui dit ben, fais-moi à la manière de ça d'autres images. Donc on peut poursuivre une collection à Mhm. l'infini. C'est là Alors pour aussi. reprendre ce que tu disais sur le fait que j'ai formé des scénaristes et tout, effectivement aujourd'hui, les scénaristes nous disent nous on a besoin d'utiliser des images comme des logiciels comme Midjourney et Runway parce qu'aujourd'hui quand on montre quand on montre nos propositions à nos clients, ils préfèrent les Ah, il y a vendre le son. plutôt que d'avoir des dizaines de pages de storyboard ou autre. Et donc aujourd'hui, on a une profession qui elle aussi évolue avec son temps et qui commence à s'intéresser à ces outils parce que ça disrupte aussi son workflow. Et en fait, le, le- l'avantage, on va dire, principal de Midjourney, c'est d'accélérer le workflow et de le changer complètement. Et en utilisant ces logiciels avec les outils que vous utilisez déjà, vous allez gagner un temps fou dans la créativité et la productivité. Là, tu nous montres des images donc photoréalistes, des images de stock. Est-ce que ces choses Mhm. peuvent revendre à des galeries ou à des banques d'images? Pardon?
J'ai pas Est-ce entendu, qu'on peut pardon. revendre ces images de stock là qu'on génère? Donc, est-ce que ça peut être aussi notre façon de faire, de se dire, je fais des images stock que je vais revendre sur les plateformes de stock, Mhm. ou je me fais des images de stock pour mon entreprise. Et je vais aller piocher dedans si j'ai besoin pour mes plaquettes et mes Ah, différents tu peux clients. faire les deux. Aujourd'hui, les principaux sites de stock autorisent la création d'images sur Midjourney. Donc, typiquement, ça existe déjà depuis un moment. Shutterstock, qui est leader mondial, depuis plusieurs mois. Euh, et effectivement, tu peux aussi gérer ta banque d'images pour ton usage interne, entre guillemets. Hein. Là, en l'occurrence, la photo de gauche, c'est une photo de stock, style photo prise en studio, éclairage studio, etc. Celle du milieu, évidemment, c'est un mock-up de défilé de mode. Et la troisième, que je trouve vraiment très impressionnante parce elle est bluffante aussi, même si les deux autres le sont aussi, c'est une photo de coupe noir et blanc, style un peu Douaneau et autres. J'ai pas prompté le nom de Douaneau dedans, parce que je prompte pas de nom d'artiste connu, j'essaye d'éviter au maximum, sauf quand je veux mélanger trois ou quatre styles en même temps, mais là, c'était pas le cas. Mais franchement, je trouve que le noir et enfin, le tirage de l'image, le rendu final est digne d'une belle, enfin, d'un photographe argentique, noir et blanc, traditionnel, quoi. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat, hein. N'hésitez pas à intervenir, hein. Vous avez la petite icône chat, donc ça fait plaisir aussi d'avoir vos retours, de lire. Mais effectivement, la photo de droite, ça s'encadre, quoi. Tu vois ça Ouais, dans complètement, complètement. absolument. Moi qui étais photographe en 7 ans, je ferais difficilement mieux que ce qui est fait Bah, tu as le à droite. bokeh, tu as l'arrière-plan flou, tu as Ouais, t'as tout. et tout, c'est magnifique. Le web design aussi, ça c'est un super outil pour préparer. Donc là, pour le coup, on va pas utiliser tel quel, mais en tout cas, ça va donner une intention. Ça va permettre d'avoir des structurations de pages, des choses assez intéressantes en termes de structure du UX design. Mhm. Tu as fait ces images-là. Comment? Alors, Comment j'ai fait ces trois images. Alors, le première qui était, j'ai prompté pour une rappeuse. Donc, j'ai un site internet. Alors, j'ai demandé des couleurs spécifiques et tout ça. Donc, et un format portrait. Le deuxième, c'est pour un styliste, format paysage avec différentes couleurs et différentes teintes. Et puis, le troisième, c'est pour un vendeur de voitures de luxe, de voitures de sport, format carré pour montrer comment ça se met en image, format paysage, format portrait, format 1 sur 1. Avec effectivement, on le voit, des boutons, des icônes, euh, une structuration qui ressemble à celle qu'on trouve sur les vrais sites web. Et donc, effectivement, c'est une bonne direction artistique pour trouver l'inspiration pour un site web. Ça prend quelques secondes, on itère ça pendant 10 minutes et on finit par obtenir l'image du site web qu'on souhaite, qu'on avait en tête, quoi. Et ça, Ça c'est peut très être pratique aussi aussi, ça fait gagner un temps fou. dans les outils, moi je l'avais fait aussi quand on a eu la présentation de ChatGPT 4, où avec le multimodal, en fait, il dessinait voilà, du blueprint, du storyboard à l'arrache sur du papier, on prend la photo et derrière, ça te fait le code HTML. Mhm. Ça peut être intéressant de voir aussi qu'est-ce que ça rendrait pour avoir du mock-up assez rapidement mis en page pour faire du test. Là aussi, à partir de cette image-là, on peut l'envoyer à ChatGPT et lui dire fais-moi le code HTML de cette page et ça va vous le découper et de réussir à avoir le code en quelques minutes. Donc, quand on vous dit que ça accélère la productivité, on peut combiner ces outils-là qui vont booster en tout cas la création d'un prototypage rapide. Donc la BD aussi, bon, on parlait de l'illustration. Là, on voit aussi une consistance dans le style, dans le rendu entre les Mhm. différentes thèses. Comment tu as fait ça? Alors là, c'est deux BD différentes. La première, j'ai voulu faire un truc un peu dark, ambiance nuit, urbain et tout ça. Et le deuxième, j'ai voulu faire un paysage de montagne avec des alpinistes en train de gravir un sommet, beaucoup beaucoup plus, beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Donc deux storyboards, deux bandes dessinées avec des ambiances complètement différentes, qui sont évidemment dues au prompt, qui n'est pas du tout le même. Oui, d'avoir une cohérence. On comprend le style de droite, tu as respecté une uniformisation entre les Alors différentes. là, en fait, ça se fait tout seul parce que c'est cette image-là, les deux. En fait, il y a deux images. Celle de gauche qui est dans des tons noirs de nuit et celle de droite qui est celle des alpinistes. Les quatre images des alpinistes ont été générées en même temps. C'est pas un Ah, photomontage que j'ai fait moi-même. Non, d'accord. non. Ah, Et pareil pour la gauche aussi. Les quatre images ont été réalisées en même temps par Midjourney, qui m'a créé ce storyboard, cette BD telle quelle en fait. d'accord. D'un seul coup, ça te fait cette image avec quatre cases. En fait, le mot-clé, c'est storyboard. Tu rajoutes ça au début de ton prompt.
De même que tu vas rajouter plaquettes si tu veux des plaquettes, de même que tu vas rajouter logos si tu veux des logos. Tu as des mots-clés comme ça qui te permettent de générer des images avec des styles spécifiques, en l'occurrence les storyboards en question qui ont été générés tels quels. Impressionnant. Et les logos aussi, c'est des choses qui permettent de gagner du temps, de faire aussi des itérations rapidement, Mhm. d'avoir une structuration de prompt qui permet de les faire et d'avoir des images voilà, utilisables, en tout cas de redétourer, d'inspirer, d'avoir une première source Ah bah d'inspiration. là, les images pour moi sont quasiment utilisables Voilà, en c'est tant que telles. magnifique. Ok. Après, c'est de se dire, est-ce que c'est quand même important et intéressant souvent d'avoir la version vectorisée, donc de Mhm. récupérer le Oui, point ça de vue. évidemment, faut transformer le logo en vectoriel. C'est ça, donc d'avoir une autre couche un petit peu. Il y a des sites aussi d'IA qui font ça très bien, donc Mhm. de combiner les outils pour le faire. Les plaquettes dont tu parlais, donc là tu disais plaquettes, ça génère ça d'un seul coup. Oui, alors, exactement. Alors ça, c'est vraiment génial aussi. Ça permet d'avoir une idée de la manière dont on va présenter les choses à un client ou même dont on va faire son produit fini, dont on va construire son produit fini. Là, en l'occurrence, à gauche, une plaquette pour une motocross et à droite, une plaquette pour un hôtel de luxe qui montre différentes parties de l'hôtel. En l'occurrence, sur l'image de en haut à gauche, on voit l'extérieur avec la vue sur la mer et l'image de droite montre l'intérieur avec la vue d'une table de restaurant. Moi, je trouve que les plaquettes sont extrêmement belles, extrêmement bien faites. Ça permet là aussi de gagner un temps fou parce que ça m'a pris 5 minutes pour celle de gauche et 5 minutes pour celle de droite. J'ai demandé des couleurs spécifiques, une présentation spécifique, etc. Mais c'est très rapide en fait. Et surtout, on peut, en upscalant ces images-là, on peut quasiment utiliser certaines parties de l'image en tant que telles comme ça, en les upscalant et en les réutilisant euh, sur d'autres supports. Quand on dit upscale, c'est d'avoir de la haute, enfin de la HD, La haute vraiment définition, oui, la parce haute qu'on est définition. limité avec Midjourney dans une définition de 4096 de côté pour une image carrée, ce qui permet pas de faire du print de grande taille. Je crois qu'avec ce format-là, on peut arriver jusqu'à 50 centimètres de côté ou un peu plus, mais pas beaucoup plus. Donc, il existe des upscalers, des logiciels qui permettent d'agrandir les images tout en préservant la qualité, voire en l'améliorant. Magnifique AI est celui qui fait le plus parler en ce moment, mais il y en a d'autres. Moi, j'utilise carrément Photoshop qui me permet aussi d'upscaler euh, un peu moins efficacement, mais ça marche aussi. Et donc là, par exemple, Topaz, Gigapixel, enfin Ouais. les deux meilleurs du marché aujourd'hui sont Topaz, Gigapixel et Magnifique AI. Topaz, Gigapixel, si je dis pas de bêtises, permet d'optimiser, d'agrandir jusqu'à, je crois que c'est 10 fois ou 15 fois l'image, quoi. Ok, sans compter en fait que sur les solutions custom, on peut aller beaucoup plus que ça, avec des niveaux de qualité bien plus élevés de ce qu'on trouve au niveau du marché, en utilisant des solutions basées sur des GAN ou des VAE, donc des IA faits spécifiquement pour ça. Nous sommes capables de monter jusqu'à 256 mégapixels, donc juste pour vous donner un ordre d'idée, on est sur des impressions limite, enfin, c'est les affiches qu'on voit sur les autoroutes, quoi. Ah oui, une très haute def là pour le coup. Moi, je le vois aussi un peu comme du brief, de se dire, voilà, là, j'aimerais bien avoir ça, et ça fait un brief créatif, parce que derrière, là, toi, ton journal ouvert comme ça, on peut pas s'en servir tel quel. Par contre, la Non. mise en page, le style, la photo, le fond orange, etc., ça donne une bonne intention pour Ça ensuite, donne une direction artistique au projet, en fait. c'est ça. Euh, Donc la création de produits, là aussi j'aime beaucoup, c'est quand en fait le virtuel devient réel. C'est-à-dire qu'on va avoir des sources d'inspiration faites par l'IA, mais derrière de demander à des artisans, là, pour le sac, voilà, pour la chaussure, une autre forme d'artisanat, mais en tout cas on le voit aussi avec les sculptures, là tu avais montré l'espèce de biche en fer Oui, forgé. si tu peux revenir à la page d'introduction, peut-être, on la verra. Euh, et Ah, voilà, les deux, là, ici, les trois, celle-là et les deux autres à droite. Typiquement, moi, j'aimerais vraiment faire réaliser ça par un forgeron, parce que je trouve que c'est des... Alors, je ne m'attendais pas à ce résultat, parce que quand j'ai prompté, j'ai pas prompté en ayant une idée spécifique en tête, mais quand j'ai vu le résultat, j'ai trouvé ça vraiment très joli, très esthétique. Et je me suis dit, j'aimerais bien avoir ça chez moi, quoi. Donc, typiquement, à partir de ça, je peux envisager contacter un forgeron, un artisan qui a des compétences complètement différentes des miennes, mais qui est un artiste aussi à proprement parler, et qui va mettre en forme les objets que j'ai dessinés. exactement. Donc de revenir à la vie réelle à partir d'une Donc, ça inspiration. veut dire qu'on peut envisager des collaborations avec des artisans dans différents domaines,
Typiquement, pour créer un casque comme ça, il me faudrait un gars qui ait des compétences spécifiques. Créer un sac à main, même chose. Faire appel à un artisan qui maîtrise le travail du cuir et autres, ou des matières nobles comme celle-là. Bon, pour la chaussure en or, ça va être plus compliqué. Ouais. Moi, je le voyais Mais pour des pâtissiers aussi, d'avoir des sources d'inspiration des ouais, pâtisseries absolument. et de donner aussi à des gens qui savent le faire dans la vraie vie, quoi. On n'avait pas pensé aux pâtissiers, mais effectivement, les pâtissiers sont nos futurs clients. Ouais, bah, tout à fait. Non, non, mais c'est le cas. Donc là aussi, la structuration des prompts. Là, on arrive dans le comment. Là, on a vu un peu des exemples. Il y en a des tonnes et des tonnes d'autres. On pourrait passer des heures à montrer tout ce qu'on peut faire avec. Là, on arrive dans la partie plus concrète. Est-ce que tu peux nous expliquer la structuration du prompt? Oui, alors c'est ça qui va donner en fait la qualité à l'image, c'est les informations qu'on donne dans le prompt. Et alors en fait, plus le prompt est court et moins il est précis, et plus la direction artistique appartient à Midjourney en fait. Et plus on rajoute d'informations dans son prompt, et plus on prend la main dessus, et plus on a une image qui correspond à nos attentes initiales. Donc l'idée, c'est que Midjourney n'est pas l'artiste qui a la main. Si on la lui laisse, on peut la lui laisser. On peut la lui laisser en ayant, par exemple, en utilisant le Stylize High, qui est une fonction que je montrerai tout à l'heure, qui permet de donner la main plus ou moins à Midjourney sur la direction artistique de l'image. Mais si on veut une image spécifique, il faut être très, très précis et très détaillé dans la manière dont on génère son prompt. Alors là, en l'occurrence, j'ai montré un prompt assez long. On n'est pas obligé d'en arriver à des prompts aussi longs, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 17 parties à ce prompt. C'est pas nécessaire d'avoir autant de détails pour arriver à obtenir le résultat escompté. Mais encore une fois, plus on ajoute de détails et plus l'image correspond normalement à ce qu'on a imaginé, ce qu'on souhaite réaliser. Bah, c'est intéressant et important ce que tu dis, c'est que c'est pas l'IA qui prend le pouvoir sur l'humain. Non, Là, c'est non, c'est le nous. contraire. Voilà, C'est exactement. l'IA, c'est l'humain qui va commander à l'IA ce qu'il souhaite obtenir comme image. L'IA ne répond pas toujours précisément à ce qu'on lui demande. Même avec des prompts aussi détaillés, on peut arriver à obtenir des images qui ne correspondent pas exactement. Mais enfin, normalement, avec autant de détails, on doit se rapprocher de ce qu'on attend. Mais effectivement, initialement, l'IA est un assistant. Moi, je l'utilise comme un assistant. C'est pas l'IA qui commande, même si l'IA parfois me fait des choses que je n'ai pas demandées. Et même parfois, d'ailleurs, quand l'IA me fait des choses que je n'ai pas demandées, parfois, c'est très intéressant. Parfois, je choisis des images auxquelles je ne m'attendais pas du tout, parce qu'elles ont une patte ou quelque chose qui les rend vraiment originales et auxquelles je ne m'attendais pas. Et donc, dans ces cas-là, c'est un travail, on va dire, de collaboration entre l'IA qui fait des propositions et le directeur artistique et moi, normalement, qui m'adapte aux propositions qu'a fait l'IA et qui les itère et les réitère pour obtenir un résultat final. Donc, c'est un processus qui est un processus collaboratif et un processus qui nécessite une itération régulière et nombreuse. Plus remettre 100 fois sur le métier votre ouvrage, quoi, grosso modo. C'est bon ça. Et c'est toujours un peu une part de loterie ou de surprise, Absolument. les images qui sont faites. Et puis des fois, on peut avoir des bonnes surprises aussi, de se dire, ah, j'y avais pas pensé, mais ah oui, tiens, pourquoi pas, c'est intéressant. Mais toujours Mhm. de guider, de structurer. Et donc voilà, on peut aller jusqu'à autant de paramètres. Mais en tout cas, plus on va le guider, plus on va essayer, en tout cas, d'être raccord avec ce qu'on avait en tête initialement, même s'il y a Mhm. des belles surprises. Alors, ce qui est intéressant, donc on a vu comment ça fonctionne sur la partie créative. Comment ça se passe dans le workflow, dans la structuration du travail, donc dans les différentes étapes? Alexis, est-ce Ah, c'est que moi, pardon. si Oui, tu donc veux. en fait, ça, c'est pour illustrer la manière dont on intègre petit à petit l'IA dans le workflow alors soit des freelances, soit des agences. Donc au départ, il y a la partie découverte. Donc on découvre ces nouveaux outils, on n'en avait pas forcément connaissance, on les découvre. Il n'y a pas que Midjourney et Stable Diffusion, il y en a des dizaines d'autres, hein. C'est les plus connus et c'est pour ça qu'on les utilise parce que c'est les plus connus, les plus performants, mais il y en a beaucoup d'autres qui produisent déjà des images tout à fait intéressantes. Donc, découverte des outils, l'adoption qui passe par l'expérimentation. Et lorsqu'on est content de ces expérimentations, on va passer à la troisième étape qui est l'intégration. Donc, on va intégrer ces outils dans le workflow. Donc, je le disais tout à l'heure, au sein d'une boîte à outils dans laquelle il existe déjà des différents outils type Photoshop, Illustrator, Canva, Figma, etc., etc. Donc, ça va s'intégrer dans cette boîte à outils qui est utilisée par les créatifs. Et ensuite, on va automatiser le processus de bout en bout. Et comme sera le faire ensuite Martino en cinquième étape, on peut aussi créer des outils sur mesure pour les clients en fonction de leurs besoins. Lorsqu'ils ont des besoins spécifiques
auxquels ne répondent pas Midjourney, par exemple, Martino, qui va intervenir à partir de Stable Diffusion et ControlNet, va être en mesure de développer des API spécifiques pour les clients et les besoins spécifiques des clients. Donc ça, c'est les 5 étapes, grosso modo: découverte, adoption, intégration, automatisation. Ce qui va vraiment permettre de faire gagner du temps dans le workflow, c'est l'automatisation de ces processus de création. Et ensuite, la personnalisation pour des besoins spécifiques des clients. Là, on voit aussi la présentation de nos trois compétences complémentaires, hein. C'est la partie Absolument. découverte où là, je vais intervenir sur cette partie d'acculturation, de présentation des éléments pour vos différentes équipes, et ensuite de prendre la main, l'intégrer concrètement dans votre process, savoir prompter. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, je vois passer dans le chat aussi quand il y a des demandes du sur-mesure, de modifier juste une partie de l'image, d'intégrer des produits existants dans d'autres images. Bah là, il y a des outils qui existent, qui sont tout à fait faisables, mais qui nécessitent le développement d'applications beaucoup plus personnalisées. Comme tu l'as dit à juste titre, Martino fait du sur-mesure, je fais du prêt-à-porter, mais du prêt-à-porter de bonne qualité. C'est ça. Et il faut des deux. Et voilà. Du top prêt-à-porter quand même, hein. Ouais, On est du top prêt-à-porter quand même. Voilà. Donc là, sur le cycle d'hypercréation, j'adore cette formulation, oui, Alexis. je suis assez content de moi. Ouais. Donc, Comment tu effectivement, décrirais on ça? est dans un cycle d'hyper-création avec Midjourney parce qu'on crée hyper plus vite et hyper mieux. Je ne sais pas comment le formuler comme ça, mais on crée beaucoup plus facilement, beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Et donc, ce cycle d'hypercréation qui est variable, là, j'ai mis hein, ces 5 étapes-là, mais on peut les modifier, elles ne sont pas figées. Donc, c'est d'ajouter des images de référence de vos produits. Lorsque vous êtes une marque, mettez les images de référence de votre marque. Donc, c'est ce qu'on appelle des inputs visuels qui vont être rentrés dans, en l'occurrence, moi, je parle de Midjourney. Donc, pour Midjourney, je vais rentrer des images de référence dans Midjourney. Je vais lui demander d'analyser ces images en utilisant la commande describe. Et là, il va me donner une description de ce qu'il voit. Et ensuite, je vais utiliser ChatGPT ou Gemini pour créer des prompts, une série de prompts qui sont similaires, qui sont en rapport avec les images qui ont été rentrées. Ensuite, on automatise le process et on utilise l'itération avec les prompts de permutation ou même maintenant le style ref ou le caractère ref qui sont des nouveaux outils si on a besoin d'une consistance du style ou d'une consistance des personnages. Et c'est un cycle qui permet évidemment, encore une fois, d'accélérer considérablement le flow de production et d'obtenir des produits finis, entre guillemets, en quelques heures. S'il aurait fallu pour une agence une semaine à réaliser, on le fait aujourd'hui, une seule personne le fait en une demi-journée, quoi, grosso modo. Voilà, c'est une accélération de la productivité, hein, on est vraiment là-dessus. Et puis surtout, avec des outils comme Figma aussi qu'on peut intégrer dans ce process, on a des différents templates qui sont prévus, différentes tailles, différentes structurations. Par exemple, votre texte, il va venir se rajouter par-dessus. Le texte, on dit Midjourney s'en occupe pas. Par contre, vous voulez une forme de typo, votre logo, etc. Ça, Midjourney le fait pas. Par contre, l'image de fond, là, ce sera la même que vous allez pouvoir dupliquer sur tous vos différents formats, ou même avec, comme tu disais, les prompts de permutation. Donc, avec une seule requête, d'avoir différentes images qui viennent automatiquement se générer et se mettre en forme avec les différents calques que vous pouvez avoir sur Figma. Typiquement, on va pouvoir présenter un produit en utilisant le prompt de permutation dans différents éléments. Euh, En appuyant une fois sur Entrée, on a, au lieu de générer 4 images, avec un prompt de permutation qui va demander le produit dans le désert, au pôle Nord, à la montagne, dans une forêt, etc., on va générer 16 images d'un coup, au lieu d'en générer 4, par exemple. Tu pourras me le montrer dans ta phase Ouais, ouais. active, puisque c'est maintenant toi qui vas prendre la main. J'arrête le partage, je te laisse prendre la main, Alexis, pour partager ton écran. Et donc, je te OK. présente un Et petit peu. là, on va rêver, on va voyager. C'est parti. Alors, par contre, il y a marqué que je ne peux pas partager l'écran pour Alors, l'instant. je vais te nommer animateur. Voilà, et comme ça, hop, là, c'est bon. Tu peux partager ton écran. OK. Alors, je peux partager mon écran en entier. Attends. Dites-nous dans le chat, hein, ce que vous en pensez jusqu'à maintenant, hein. Je vois des discussions entre la différence entre Midjourney et DALL-E. Effectivement, DALL-E est intégré maintenant dans ChatGPT 4 directement. Ça fait des images pas mal, mais on n'est Vous pas voyez mon encore écran là ou pas? au photoréaliste. Oui, ça y est, c'est bon. OK, super. Bon. Alors, par contre, j'aurais bien enlevé cette barre qui me gêne. Voilà. On la voit pas, nous. OK. Donc, je vais, euh, je vais pas faire la même chose que la dernière fois, parce qu'on a fait un séminaire différent. Donc, je vais montrer un petit peu je vais illustrer ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va commencer par un prompt d'un seul mot.
qui va donner la direction artistique à Midjourney et on va rajouter des mots au fur et à mesure pour montrer comment on peut maîtriser sa direction artistique soi-même. Donc là, pour que vous compreniez bien, on est dans Discord, hein, c'est Oui, ça, pardon, j'ai pas limite, expliqué. Alors là, je suis dans Discord, j'ai un certain nombre de serveurs qui sont les serveurs que j'utilise moi pour mes images, qui sont ici. Voilà. Le serveur Discord de Midjourney tout là-haut, je ne le vois pas, il est là. Donc là, on arrive sur le Discord de Midjourney, qui est un endroit public. Ouais. public. Donc toutes les images qui sont générées par des gens qui utilisent Midjourney sont ici. Et moi, je rentre dans mes serveurs qui sont pas vraiment privés. Si, les images sont privées dans le sens où elles arrivent chez moi, et donc je les vois les unes à la suite des autres. Mais par contre, toutes les images que je génère sont publiques. C'est-à-dire qu'on peut les voir dans le feed de Midjourney public, puisque j'ai pas un abonnement. L'abonnement, je crois, le plus cher est à 120 euros, 60 euros, et permet effectivement de ne pas montrer ces images publiquement. Cela étant, c'est pas un gros problème dans le sens où il y a tellement d'images qui sont générées avec Midjourney tous les jours que les images, elles remontent très très vite. Donc, elles sont perdues en l'espace de quelques secondes, on ne les trouve plus. Donc, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, si les gens voient mes images, ça m'embête beaucoup pour des raisons de propriété intellectuelle ou autre. Mais ces images, elles sont visibles un quart de seconde par les gens qui sont directement connectés sur l'interface de Midjourney et pas sur leur serveur à eux. Donc, c'est un problème qui est un faux problème, quoi. Alors là, tu parlais de prix. Vraiment, est-ce que tu peux dire combien tu payes ton abonnement 20 pour euros. justement faire tout ça? 20 euros. 20 € par mois. 20 euros par mois qui me donne 15 heures de génération. Ce qui n'est pas colossal, mais ce qui peut suffire. Et on peut ensuite acheter des heures supplémentaires sur Midjourney. On peut aussi acquérir des heures gratuitement sur Midjourney. Ça, c'est un petit truc que je donne aux gens. Je vais essayer de partager mon... Attends. Le Discord. Ouais, je suis dessus déjà, je suis bête. Si sur le serveur de Midjourney... Non, je fais des bêtises là. Je vais aller sur le site Midjourney. Donc ça, c'est mon profil sur le site Midjourney. Et on peut choisir de donner une note à des images. J'aime celle-là ou j'aime celle-là. Et en fait, c'est plus marqué ici, mais ça continue à fonctionner. Si on fait partie des 2000 personnes dans la journée qui ont été le plus d'images, on obtient 1 heure de génération gratuite. C'est bon à Voilà. savoir. Bon, c'est bon à savoir parce que souvent, les 15 heures, elles sont cramées au bout d'une semaine. Et donc, on se retrouve sans crédit. Donc, on peut soit en racheter, soit en obtenir gratuitement. On peut aussi passer en mode... il y a une deuxième chose qui est importante à dire. Dans Settings, pour ne pas cramer ses images, on se met en relax mode ici. Là, je suis en fast mode qui est le mode normal. Après, il y a un turbo mode pour générer des images beaucoup plus vite. Mais le relax mode permet de générer des images sans utiliser ses crédits. Autrement dit, si on n'a pas d'urgence, si on est chez soi, qu'on veut générer des images à son rythme, on les génère en mode slow, en mode relax, et comme ça, on ne dépense aucun crédit. Ah, c'est pas Donc, comptabilisé, c'est ça, le non, relax. voilà. Donc, il y a trois choses. Il y a le fait d'utiliser son crédit normal, les 15 heures des 20 euros. Une fois qu'elles sont dépensées, on peut soit en gagner des nouvelles. Celles qui sont gagnées sont reportées sur le mois suivant. Alors que celles qui sont dans l'abonnement normal, si si au bout du mois, notre abonnement de 15 heures, on en a utilisé que la moitié, les 7h30 qui restent, elles ne sont pas accumulées pour le mois suivant. Elles ne sont pas Ouais, ouais, reportées dans le mois c'est suivant. foutu. Ouais. On les perd, en fait. Elles sont Alors, perdues. Ludovic En nous demande. revanche, lorsqu'on achète des images supplémentaires, pardon, des crédits supplémentaires qu'on paye plus cher que les crédits dans l'abonnement, ceux-là sont reportés sur le mois suivant. C'est-à-dire que si j'achète pour 10 heures de génération d'images en plus de mes 15 heures et que je ne les ai pas utilisées à la fin du mois, elles sont reportées sur le mois suivant. Voilà, D'accord, c'est ce qu'on a en option en plus qui est recrédité le mois suivant. c'est ça. Et Ludovic nous demande dans le chat, est-ce que pour avoir la fonctionnalité d'avoir ces crédits gratuits là où on vote, est-ce qu'il faut avoir un compte payant pour profiter de ça? Oui. Il n'y a plus de compte gratuit, hein, c'est ça, les deux Le sont. seul compte gratuit, c'est un compte qui permet de générer 25 images de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que ça a été Et supprimé, là. C'était, au début, il y avait ça, mais je pense que c'était aussi en fonction de les capacités serveurs. J'avais vu, c'est s'il n'y a pas trop de monde, c'était gratuit, mais là, il y a tellement de monde qu'en fait, c'est jamais débloqué, en fait, ce moment où tu peux prompter gratuitement tes 25. d'accord. Bon, alors donc, il faut avoir un abonnement. Par ailleurs, pour les gens qui utilisaient cette fonction, cette formule gratuite, ils ne peuvent pas utiliser, faire une exploitation financière de leurs images. Voilà, si vous êtes en gratuit, si vous êtes en payant, aucun problème. Oui, aucun problème.
Allez, vas-y, on te Allez, let's regarde. go. Donc là, je monte. Alors là, je suis en raw mode, en style as low. Donc je ne vais pas donner trop la main à mid-journée. Public load, par défaut, je n'ai pas le choix. Remix mode, c'est pour remixer des images, je ne le ferai pas. Et low variation mode, c'est pour avoir une variation des images qui est faible si on décide de les faire varier. Donc je vais rester en phase, je vais me mettre en turbo pour générer des images plus vite. Et donc je vais commencer par un prompt tout bête. A dog. Donc là, en fait, en écrivant a dog, je dis à mi-journée, j'ai pas d'idée. Mon sujet, c'est un chien. Voilà, fais ce que tu veux. Donc j'ai 4 photos, même si j'ai pas demandé une photo, j'ai 4 photos de chiens. Donc ça, c'est Midjourney qui a décidé de me proposer 4 chiens, 2 chiens blancs, un chien comme ça et un chien noir. C'est lui qui a pris la décision. Moi, j'ai juste tapé un mot. Maintenant, Tu précises le style. là, je précise un style. Je veux pas de photo, je veux une illustration. Et je précise que S50, c'est le stylisme. Et plus il est bas et plus on garde la main sur la génération. En fait, plus il est bas et plus Midjourney colle au prompt qu'on a écrit. Et plus le style est haut et plus Midjourney prend des libertés par rapport au prompt qui a été écrit. Donc là, vous voyez que j'ai demandé une illustration. J'ai effectivement 4 illustrations dans des styles différents, de 4 chiens différents. Je n'ai pas demandé de plus d'informations, donc voilà, j'ai 4 chiens, illustrations. Maintenant, je mets un contexte, je le mets dans un parc. Et là, tu as demandé photo aussi, c'est ça. Et j'ai demandé une photo, parce que l'illustration me plaisait moins, je voudrais une photo, donc voilà. Donc là, déjà, on a une photo qui est quand même vachement qualitative, je trouve. Celle-là aussi, il était aussi, hein. Mais voilà, là, on a le chien dans un contexte. D'accord. Non, il joue avec un petit enfant. Voilà. Et on va voir que juste un mot ou deux, bon là, je vais relancer le prompt. Donc là, en fait, ça garde que le prompt, pas l'image. Ça ne s'inspire d'aucune des 4 images, je garde juste le prompt. Et je vais rajouter Blue Hour. C'est l'heure du matin qui donne des couleurs un peu bleues. Et Blue Hour, là, on remarque que globalement, les photos sont plus dans ce qu'on appelle le Golden Hour, Mm. c'est-à-dire que les tons sont dans les tons dorés. Blue Hour, bah, ça va changer complètement le ton de l'image, qui va être plus dans un ton bleuté du matin tôt. Il n'y en a pas besoin de séparer avec la virgule. Tu mets comme ça à la suite, ils comprennent. Alors, j'avoue que je ne suis pas un grand fan de la ponctuation, je la mets un peu quand ça me prend. Mhm. Et ça n'a pas une incidence trop importante dès lors que le Euh, prompt. la, la virgule est totalement ignorée par Clip. Ah Pardon? oui? Virgule, point, point virgule, tiret, tout ce que vous voulez, tout ça, ça n'a aucune signification, c'est aplati. D'accord. Donc là, bah, on n'a pas vraiment obtenu le Blue Hour que je cherchais. Éventuellement, on a l'image de droite en bas, mais c'est pas aussi Ouais. impressionnant que je pensais. Je sais pas si virgule, quand même, là, il l'aurait séparé. Parce que là, tu as fait boy blue Non, mais et, attends, je vais le faire. Je vais et mettre il la a mis virgule. un pull bleu, je crois. Non, c'est ça, il a un petit pull bleu, le petit enfant. Tu as raison. Je vais mettre même un point, même si Martino nous dit que ça sert à rien. Ah, là, là. Blue hour, ouais, c'est blue hour. J'ai rajouté 2 fois 2 points à côté de Blue Hour avec le chiffre 2 à côté pour donner plus de force au terme Blue Hour où j'ai trouvé qu'il n'était pas assez représenté dans l'image du dessus. Et donc, je lui ai donné une. Et là, vous voyez qu'on n'a plus du tout la même couleur d'image. On est plus dans ce que je cherchais, notamment particulièrement l'image en bas à gauche, Mm. où là, vraiment, voilà, on est dans du Blue Hour, tout est nickel.
Et Là, c'est justement, on a toujours les t-shirts bleus parce qu'en fait, la ponctuation n'a pas de signification d'un clip. Hmm. donc, Il ce que je faut. peux faire, effectivement, maintenant, c'est reprendre cette structure-là. On nous demande si les parenthèses ont une importance aussi dans le chat. Moi, je n'ai pas Alors, constaté. dans Stable Diffusion, si, mais c'est quelque chose qui a été implémenté du point de vue des codes. C'est-à-dire, en fait, que c'est quelque chose, comme on ne connaît pas, en fait, le fonctionnement interne de Midjourney, je ne peux pas dire. Ce que Hmm. je peux dire, c'est que théoriquement, ça pourrait, s'ils utilisent Stable Diffusion tel quel en back-end, les parenthèses servent à séparer les mots qui ont un niveau d'importance plus ou moins entre elles, mais n'ont pas un sens comme nous on pourrait les penser. En fait, si on fait une parenthèse entre mots, ça ne veut pas dire que ces mots-là sont à part. Ça veut dire en fait qu'il faut matcher les mots qui sont à l'intérieur de la parenthèse entre elles. D'accord, tu répètes Little Boy et Little Boy was a red shirt. Oui, Ok. oui, c'est important maintenant, avec la nouvelle structure de prompt de version 6, c'est important de reprendre certains éléments du prompt et de les reformuler dans le prompt pour qu'ils soient bien intégrés par Midjourney. On insiste, quoi. On dit, Mm. en fait, c'est une Exactement. supposition de langage, de se dire si je te parle de quelque chose et je dis il, après, bah, tu comprends, c'est ce que je t'avais dit avant. Là, il ne comprend pas comme C'est ça. ça. Intéressant. Moi, ce Alors que j'aime bien dans après, ce que tu es en train de nous présenter là, c'est qu'en en fait, on voit qu'au début, c'était la machine ou l'algorithme mm, qui avait complètement la main. Et là, en fait, non, c'est de dire on reprend la main et on vient le guider et on a des représentations en tête. Toi, tu nous dis c'est ce que j'avais en tête, la couleur, la lumière, ouais, il y a un enfant, etc. Et en fait, c'est nous qui avons le gouvernail, j'ai envie de dire. toujours. Sauf si on le décide de le laisser à mi-journée. Encore une fois, c'est tout à fait possible de dire, moi, j'ai pas envie de. Je veux être surpris. Surprends-moi, fais-moi un truc. Donc là, j'ai changé le format de l'image. J'ai aussi changé le style. Je suis passé à 222 au lieu de 50. Donc je laisse un peu plus de liberté à mi-journée. Et on voit qu'il a bien intégré le fait que le petit garçon porte un t-shirt rouge et n'est plus en bleu. Par contre, il y a, on va dire, les deux parties du prompt qui se contredisent, même si c'est pas vraiment le cas. Mais en fait, le fait que j'ai demandé un t-shirt rouge, visiblement, a une incidence sur le côté Blue Hour. Parce qu'on n'est plus dans la même, du tout dans la même teinte que cette image-là. On est de nouveau retourné dans le Golden Hour, alors que j'ai mis une importance de 2 dans le prompt, en espérant que ça aurait plus d'incidence sur l'image. Ça ne s'est pas produit. Ça fait partie des mauvaises surprises qu'on a avec Midjourney, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas systématiquement à 100% du temps. D'où la nécessité de faire des itérations successives, de retester, Absolument. de Dans ces cas-là, revérifier. je peux aussi décider de permuter certains mots du prompt et mettre mon Blue Hour ici plus en avant dans le prompt. Euh, on va mettre Playing with a Little Boy et là, on va mettre Blue Hour ici. Et on va voir si ça a une incidence sur le résultat final. Mm. Oui, j'ai aussi des fois, toi, Golden Hour ou Blue Hour, Lightning, ou toi, la lumière de lui. Je sais pas si ça Mhm. a un impact aussi de lui Alors là, en préciser. l'occurrence, ça ne marche toujours pas. Ouais. Là, on voit que c'est vraiment Golden. Ah, on ne sait pas. Peut-être que. Ah, tiens, il s'est corrigé. Ouais. Non, j'ai pas l'impression, mais. En tout cas, le mode turbo, il est impressionnant, hein. Ça va vraiment très très Oui, vite. il est impressionnant. Il est surtout 2 fois plus cher qu'avant, hein. Ils sont pas Ah oui, privés de monter les prix, hein. C'est-à-dire que maintenant, bon, il est plus rapide que le turbo d'il y a 2-3 mois, mais il pompe le crédit à vitesse grand V. d'accord. Alors, je vais effectivement faire une dernière tentative sur le Blue Hour Lighting. Je connaissais pas c'est 2.2.2, c'est ça? Ouais, 2 points, c'est pour donner du poids à certaines parties du prompt.
Alors, je vais carrément même le mettre tout début. Je ne vais pas mettre lighting, je pense que ce n'est pas utile. Et Donc, je peut-être l'ai mis au tout début, tout début. tout début, tout début. Est-ce que ça va fonctionner? C'est toujours la surprise, c'est la loterie. À chaque fois, pareil, quand on fait ces tests, on dit, ah, j'espère que ça va le prendre en compte. Ouais, alors malheureusement, je n'aurai pas le temps de faire 50 itérations du même prompt pour Ouais, arriver c'est sûr. en espérant que le dernier sera le bon. Alors là, par contre, il me dit, Fail. bon, bah, c'est fail alors. C'est bizarre. Tant pis, je vais le reprendre. Ça, c'est le serveur de Midjourney qui est peut-être un peu saturé à l'heure qu'il est, ou je sais pas. Alors, on va mettre Blue Hour. Bon, Des celui-là, fois, j'ai des erreurs comme ça, c'est quand j'oublie un tiret, par exemple, toi, dans les paramètres, ah, mais c'est tiret. pas le même message d'erreur dans ces cas-là qui s'affiche. C'est un D'accord. autre message d'erreur encore. Ok. Bon, là, ça a l'air d'être un peu plus bleu. Voilà. Bah, alors là, typiquement, ah, parce que j'ai pas pris le. Si, c'est ça. Et ben, il a plus son t-shirt rouge. Il est de nouveau passé dans les tons Ah, bleus. voilà, ça a sauté. Donc, ça, c'est typiquement illustration de échec. Hmm. Alors, si je peux me permettre, justement, ça, c'est typiquement le genre de choses que on peut constater lorsqu'on a un prompt qui est grand public, hein, parce que c'est le but de Midjourney, c'est que ce soit facile à utiliser. Euh, les mécanismes de génération d'images par diffusion assemblent l'intérêt des mots entre elles, mais ils ne comprennent pas la grammaire. Du Mhm. coup, en fait, la grammaire et la syntaxe n'ont pas de sens pour les générateurs d'images. En Stable Diffusion, par exemple, nous pouvons contrôler ce type de problème en séparant les couches d'attention. Donc, il est possible de faire une sorte de triple prompt, parce qu'on peut en mettre jusque trois, et du coup, littéralement séparer physiquement dans l'espace les phrases. Et du coup, on n'a pas ce qu'on appelle un color leaking ou un prompt leaking, en fait, un mot qui est pour nous, grammatiquement, c'est clair que ça a un sens, mais la machine, elle va les lier à autre chose. Là, à l'occasion, elle est liée au garçon bleu. Elle n'a pas lié à la lumière. Je vois que le temps passe, on va reprendre le Typiquement le cours. genre de choses que on peut constater lorsque voilà, c'est typiquement ces cas-là. Ah, on me demande si tu règles la force pour chaque prompt. Oui, c'est ça, les deux points, c'est là où tu vas mettre la force et la pondération sur certains Oui, exemples. ici, on peut mettre 1,5 d'ailleurs. C'est une valeur comprise entre 0,5 et 2, si je dis pas de bêtises, si je ne me trompe pas. À Ok, vérifier. je vais faire un dernier essai, puis on va terminer la Ouais. présentation. Je vois que le temps passe, là, j'entendais sonner midi. Euh, Là, c'est- moi, je voulais prendre 2 petites minutes pour vous montrer, mais j'ai pas le temps alors. Vas-y, vas-y, si tu veux montrer là aussi tes réalisations. Non, ce que je voulais montrer, c'est ça en fait. C'est ma base de prompt. En fait, j'en ai plusieurs centaines. Juste montrer comment je l'ai organisée et comment on peut la créer pour les gens qui seraient intéressés par ça. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle du prompt additif. C'est-à-dire que c'est séparé, chaque partie du prompt est séparée par un trait vertical. Donc là, j'ai du additive prompting pour fashion shot, fashion, outdoor et studio, pour les sport events, pour architecture, les drones, underwater, landscape, light painting, etc., etc. J'ai donc plusieurs centaines de prompts. En bleu, en fait, c'est la structure du prompt. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Je Oui, vais mettre oui, oui. en bleu, la première ligne présente la structure du prompt. Et ensuite, c'est le prompt tel qu'il a été généré par ChatGPT. ChatGPT. Donc là, je vais prendre lifestyle photographie. Je vais prendre voilà, le deuxième. Donc family with kids, beach, playful time. Alors là, encore une fois, c'est la structure du prompt est ici. Les prompts n'ont pas toujours la même structure en fonction de la nature des photos qu'on veut donner et tout. Et donc, en fait, je vais juste faire un copier-coller ce prompt. Et donc là, c'est une famille sur la plage en train de jouer avec. C'est un low angle. J'ai un appareil photo DSLR 24-70, l'objectif, un focal de 2,8 au 1/500e de seconde. Donc j'ai donné des indications spécifiques de photographie. Et voilà, j'ai obtenu. Après, je peux changer évidemment, encore une fois, le style, le ratio de l'image.
Je peux rajouter du chaos avec le terme C, je mets 20 par exemple. Je peux rajouter du weird qui va rendre l'image un peu plus bizarre avec 1000. Je peux changer le ratio 9 16e Un pour avoir vertical. une image Un format vertical. portrait. Je crois que ouais, c'est bon, j'ai mis à peu près. Et là, voilà, donc hop. Donc on aura la même image avec un traitement complètement différent parce que j'ai rajouté du chaos, du weird et j'ai changé le format de l'image. Et là, c'est plus toute une famille qui joue sur la plage, c'est juste un... Ouh là là. Un petit souci. J'ai- Quand on rajoute du chaos, voilà ce que ça donne. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ta fonction KO qui fait ça. D'accord. Je pense que c'est weird qui fait ça en fait, plus Ah oui. voilà, qui fait qu'on a un petit enfant qui est à la fois une chèvre et un enfant. Ah Voilà. là, c'est oui, il y a un petit souci. Donc là, pourquoi j'ai ça? Parce que j'ai rajouté Weird 1000, j'ai mis du KO 20, 20 sur 100, donc 20% de KO. Par contre, j'ai gardé un style qui était normalement un style très peu élevé. Mais le fait que j'ai rajouté Weird 1000, Weird, ça m'a donné des images. Weird en anglais, ça veut dire bizarre, chelou, hein. Mm. Donc, c'est pas étonnant d'avoir des résultats chelous et bizarres quand on intègre le paramètre Weird dans une image. Voilà, mais si je la laisse telle quelle et que je change juste le ratio, je C'est devrais noté. avoir de nouveau une famille normale sur la plage. C'est ça. Californie Beach, Malibu. Et donc, Ok. il y a des sites sur lesquels on peut acheter d'ailleurs des prompts qui sont tout faits. Comme... Moi, je ne vends pas les miens, mais il y a des gens qui vendent leurs prompts. Et donc, on peut acheter sur des sites internet des bases entières de prompts comme ça qui permettent d'avoir une base pour s'inspirer. Là, en l'occurrence, c'est Outdoor Photo. Je prends n'importe laquelle. Hop. Je ne sais même pas ce que je vais avoir, mais. Et ensuite, je peux modifier toutes les parties de ce prompt pour faire une image complètement différente. Ouais, selon la structure en bleu là que tu as mis en haut, quoi. Exact. Mm. Ah, j'ai pas mis Imagine, je suis idiot. Oh là là. 16, 9e. Ouais. Là, on voit des photobanques, hein. Là, pour le coup, on est sur la préparation d'images. Alors après, le photobank, on peut aussi le faire avec le stock, les photos de stock. Nous, on travaille avec une entreprise qui fait un céréalier, par exemple. Le céréalier, il a besoin de photos voilà, d'agriculteurs en situation, etc. Mhm. On peut faire un gros stock, une centaine d'images, c'est prêt. Puis après, à chaque fois qu'il y a besoin d'illustrer des catalogues, des choses, Absolument. on va piocher dedans. Alors après, on peut aussi travailler sur différents médiums. Moi, j'ai parlé de. On a principalement vu la photo parce que je suis photographe, donc je fais principalement, mais pas que, mais en grande partie de la photo. Là, on a de la peinture à l'huile, si je dis pas de bêtises. Je vais faire deux, trois trucs vite fait pour montrer. Un- Donc ça, c'est du Frida Kahlo. Hmm. Alors là, c'est du Yayoi Kusama, donc ça, il va y avoir des boules de toutes les couleurs, du rouge a priori. En fait, comme j'ai dit, Midjourney reconnaît plus de 3000 artistes. Donc dès qu'on intègre le nom d'un artiste sur l'image, voilà, j'ai dit des boules de toutes les couleurs, bah voilà, il y a des boules de toutes les couleurs. C'est le travail de Yayoi Kusama, qui est une artiste japonaise de 90 ans, qui est très connue. Et donc voilà, en fait, ça me permet de générer des images, d'avoir des idées de base, de rebondir dessus, d'itérer, réitérer. Et donc, après, moi, je ne travaille pas que avec des prompts tout écrits, hein. J'ai une grande partie des prompts que j'écris. J'ai généré à peu près 15 000 images depuis que j'ai commencé il y a un an. J'en ai généré au moins les deux tiers à la main et un tiers avec des prompts déjà écrits. Mais c'est important d'écrire ses prompts soi-même. Moi, j'ai déjà des bases parce que c'est plus rapide pour moi et ça me facilite la vie et tout. Mais je pense que c'est important d'apprendre à structurer ses prompts soi-même et pas utiliser nécessairement ChatGPT pour le faire. Moi, j'ai remarqué quand j'utilise ChatGPT pour faire des prompts, si je lui demande pas une structure spécifique et que je lui demande un prompt sur un sujet, il va me faire un récit de 15 lignes. Quand je le rentre dans Midjourney, il y a une fonction qui s'appelle Shorten dans Midjourney qui est très intéressante, qui permet de savoir si un prompt, quels sont les éléments du prompt qui est reconnu par Midjourney. Tiens, je vais prendre celui-là et je vais taper Shorten. Et je rentre mon prompt et il va me donner des informations sur ce qu'il comprend de ce prompt. Il me dit, voilà,
Là, les tokens, c'est les mots importants pour moi, c'est digital, high angle, flying car, skyscrapers, néon et night. Voilà. Tout le reste, pour lui, c'est pas intéressant. Donc, si on utilise, après, il montre, si on a show details, il montre le poids de chaque mot dans le prompt. Donc, quand ChatGPT me crée des prompts qui font 10 lignes, ils sont beaucoup trop longs, ils ne servent à rien. ChatGPT, à moins de lui donner une structure de prompt définie à l'avance, il n'est pas fait pour faire des prompts pour mid-journée. Ouais, Voilà. ça va diluer, quoi. Ça rajoute des mots qui Diluer servent pas. complètement le truc. Ouais. Et alors qu'on peut avoir, là, j'ai donc pris cette image, a priori, j'ai pris ce prompt-là. Si je reprends un des numéros qu'il m'a donné, j'ai cinq chiffres. Un où il a enlevé quelques mots, et le cinquième, il a quasiment tout enlevé. Je vais prendre le cinquième et le premier, le deuxième, le troisième même d'ailleurs. Et on va voir si ça me fait une image qui est similaire à celle que j'ai faite initialement. Donc là, il y a 4 mots, hein, Digital Flying Car. Ça ressemble quand même pas mal à ce qu'il y avait sur la photo originale. Ouais, tu as Alors gardé que les mots importants, quoi. là, j'ai gardé que 4 mots. Mm. Autrement dit, on n'est pas obligé de mettre du... Ça sert à rien de faire des prompts qui font 3 plombes. Mm. Là, effectivement, on ne voit pas que les flying cars, parce que là, c'était une image où il y avait des flying cars et pas que ça. Là, il a retenu que flying cars, et il y a un job qu'il ne peut pas faire, je ne sais pas pourquoi. Et donc là, il reste Digital High Angle Futurist Flying Car and Skyscraper Neon Night. Donc ça, c'est le numéro 3. Et normalement, Une s'il proposition. arrive, en turbo, là, le serveur doit commencer à être sérieusement occupé, parce qu'en mode turbo, ça devrait déjà être plié. Mais bon. Ça marche. On va continuer, on va enchaîner sur Martino aussi, sur des exemples aussi de comment on voit. Et là, c'est intéressant, c'est qu'on voit aussi les limites de l'outil et donc d'avoir des outils différents, peut-être plus custom, pour le moment en tout cas, qui sont encore, euh, qui nécessitent un peu de technicité. Je Alors, vais arrêter de partager mon écran et je ouais, laisse la je main crois à qu'il faut que Martino. je reprenne la main, ouais, c'est ça. Ok. Euh, donc, parfait. Et donc, je vais vous partager tout ça. Ok. Samuel, si tu veux, tu peux passer les slides, hein, de toute façon. Alors, ok, je vais Parce que présenter. moi, sous Zoom, sous Ouais, Linux, ça risque ça peut de pas être forcément bouger compliqué. sur Zoom. Ouais. Alors, partager l'écran. Ah oui, il faut que tu me nommes animateur. Ah, Samuel, tu m'entends ou pas? Oui, oui. Il faut que Alexis Ouais, me nomme vaut mieux que tu animateur. partages, que tu passes les slides, parce que moi, sous Linux, Zoom, Attends, ça peut qu'est-ce que tu m'as arriver. dit, Il faut que Marc? tu me nommes animateur. Donc, tu vas sur ma petite vignette, là où tu vois ma tête. Il y a les trois petits points et tu mets nommé animateur. Attends. Ta vignette, 3 petits points, animateur, make host. OK. Voilà, monsieur. Parfait, merci bien. Donc, comme ça, je reprends le partage. Et donc, Martino, voilà des choses, par exemple, qu'on ne peut pas faire sur Ah Midjourney. non, non, pardon. Martino, tu veux nous montrer? Alors, effectivement, en fait, en utilisant, vraiment en expliquant en quelques secondes, Stable Diffusion fonctionne avec un système d'attention et avec un système comment est-ce qu'on peut dire, des influences. Donc, on peut jouer sous l'influence et sous l'attention en utilisant plein de façons. Les prompts n'étant qu'une des façons. En fait, Stable Diffusion est un système, un stack open source dans lequel, en fait, on a trois couches, trois grandes couches, en fait, qui sont présentes. On a du coup la première couche qui est donc l'attention, en fait, c'est celle qui détermine qu'est-ce qu'on essaye de décrire. La deuxième couche, du coup, ça va être la couche générative, celle qui, du coup, va générer les bruits qui, finalement ça va devenir des images avec du temps. Et puis, on a enfin une dernière couche qu'on appelle restitution, qui va donc transformer les bruits en pixels. Donc, on peut agir sur ces trois couches-là vraiment comme on le souhaite. Et à l'occasion, là, ma couche d'attention, ce n'est pas un prompt, j'ai utilisé donc une couche d'attention dans laquelle j'ai passé deux images sous deux couches. Stable Diffusion propose trois couches d'attention maximum, en tout cas dans les versions présentes grand public. Sur les versions cascade et 3 sont plus nombreuses, mais pour l'instant, elles ne sont pas accessibles au grand public. Et là, à l'occasion, ce que j'ai fait, tout simplement, au lieu de faire un prompt dans lequel j'ai dit
un t-shirt avec des choses et des machins comme ça. Là, j'ai utilisé deux images et ces deux images, en fait, j'ai ajouté en fait plus d'attention entre ma chemise et ces t-shirts bleus-là. Ce qui fait que finalement, le résultat final est les t-shirts adaptés à mon anatomie. Donc, tu peux passer à la suivante si tu veux. Donc, littéralement, cette approche-là, ça nous permet d'incruster n'importe quel objet dans n'importe quel décor. Là, l'exemple que vous avez sous les yeux est une table qui vient d'IKEA. Le numéro de modèle, je ne m'en rappelle pas, mais on va les mettre sous les sites. Oui, Stable Cascade est accessible au grand public maintenant. Ça fait une semaine à peu près, grossièrement. Donc oui, tout à fait, Thibaut. Je répondais à la chat. Et voilà, donc en fait, là, vous voyez un décor qui est entièrement généré par IA. C'est du ultra réaliste, comme vous pouvez le voir. C'est du contrôlé. Donc là, on a une troisième couche d'attention. Dans ces cas-là, en fait, on n'est pas en train d'utiliser deux images. Là, en fait, on utilise une couche d'attention qu'on appelle Control Net, dans laquelle, en fait, j'ai donné les grands traits d'un salon. Et puis une deuxième couche d'attention dans laquelle, en fait, je lui ai donné les grandes lignes d'une table, en lui donnant pas les lignes au sens graphique, c'est-à-dire, en fait, c'est pas des traits, mais c'est en fait la description de cette table, ce qu'on appellera un embedding. Donc, un embedding, c'est quoi? En fait, c'est la représentation mathématique que Stable Diffusion a d'un concept. Okay. Donc, en gros, ça veut dire que l'image que vous voyez là est la fusion d'une image qui est issue des traits des dessins fusionnée avec un concept d'une table, avec des caractéristiques très précises. Et du coup, en fait, finalement, on est capable d'intégrer cette table dans l'image en prenant en compte, comme vous pouvez le voir, la source, la lumière. Vous voyez, entre la première et la deuxième image, la lumière a changé. D'un côté, elle vient d'un côté, de l'autre, elle vient du haut. Et les ombres ont suivi. Tu peux passer à la troisième, s'il te plaît. Donc là, on a un autre exemple un peu similaire dans lequel, en fait, on est sous de l'intégration d'objets réels. Donc, on a sous la gauche, en fait, la photo produit réelle provenant du site Internet. Et puis, deux variantes IA qui ont été générées. Vous pouvez constater que ce n'est pas du découpage parce qu'en fait, la lumière, les ombres et la réfraction de la lumière sous les objets s'est adapté à son environnement. Et là, en fait, l'idée de base c'est que là, on n'est pas sur une couche d'attention, enfin, si, à la base, mais en fait, c'est qu'il y a eu un training à la base, que certains connaissent, j'ai déjà vu passer les mots LoRa. On a appris littéralement à l'IA qu'est-ce que c'est la bouteille des savons CID. Ce qui veut dire en fait que maintenant l'IA connaît exactement ce que c'est cette bouteille et on pourra réutiliser à souhait cette bouteille dans les décors, dans l'ensemble de notre génération. Donc il connaît les mots bouteille CID à partir de maintenant. Donc on peut l'utiliser dans un prompt par la suite. Et enfin, la dernière de nos présentations, non, c'est l'avant-dernière. Voilà. Effectivement, ici, on a un exemple de lequel on manipule la dernière couche, la dernière phase, celle, en fait, qui transforme les bruits en images. Donc, en agissant, en fait, sous la VAE, nous pouvons donc, à partir du même prompt et du même bruit, avoir des résultats différents. Là, à l'occasion, en fait, cette VAE a été adaptée pour pouvoir générer des images panoptiques. Donc, en fait, ces images-là sont la première utilisée, par exemple, dans un jeu de scrolling de jeux vidéo, sachant qu'on n'a pas des limites en termes de taille, on peut aller aussi large que l'on le souhaite, à condition d'avoir la mémoire dans la machine pour pouvoir les faire tourner. On peut aller à l'infini. Et le deuxième, en fait, est une image qui a été générée complètement par prompt avec Alexis et Samuel en direct. Ça n'a pris que quelques secondes. Et celle-là, on peut l'utiliser dans un casque de VR
Donc, on peut imaginer la création de mondes complètement virtuels dans l'espace de quelques secondes. Et tout ça, en fait, vous voyez, en fait, l'avantage d'être dans l'open source, c'est que dans Stable Diffusion, on peut agir dans les trois actions. On peut agir dans les rendus graphiques, on peut réagir, on peut agir en fait dans comment comment on lui donne des inputs. On n'est pas limité par les prompts, en gros. Et on peut aussi en fait agir sous la résultante des inputs et du style. Et du coup, on peut restituer ça comme un plat, un carré, un 360, en 3D même. Il y a eu quelques petits soucis tout à l'heure, mais on avait des mots qui restituaient directement en 3D, par exemple. Et en dernière, en prenant encore un exemple de ce que ça signifie le fait d'être libre, être libéré de l'obligation d'avoir un prompt. Tu peux passer sur la dernière, Samuel, si tu veux. Et bien là, par exemple, j'utilise une technique multiple. Donc là, on a la possibilité d'intégrer, au lieu de spécifier par des mots comment je veux que mon personnage soit en pose, je peux utiliser du coup une technique qu'on appelle Open Pose. Et là, en fait, je lui spécifie comment il doit être posé sous la photo en utilisant un code couleur qui a été entraîné pour pouvoir suivre ça. À l'occasion, je vous manquerai de faire noter aussi que j'utilise une technique qui a une combinaison de Face ID, Instant ID et Fast Training, ce qui me permet du coup de poser précisément un, en fait, un personnage, une personne, qui est à la fois consistante en termes des traits du visage, et du corps et du vêtement. Donc, on peut la poser librement comme on le souhaite. Donc, ça ouvre énormément de scénarios, un usage comme ça. Justement, la création de bandes dessinées, la création de scénarios, des albums photos, etc. Donc voilà, en fait, vous avez compris. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que Midjourney est un super outil parce qu'il est hyper facile à prendre. Stable Diffusion nous met la main littéralement de faire ce qu'on veut dedans, mais ça va demander du code et ça va demander du développement. Mais on peut agir littéralement sous toutes les couches. En fait, on peut agir sous qu'est-ce qu'on veut, les styles rendus et les résultats. On est libre d'agir comme on veut. Donc forcément, on est sous une créativité beaucoup plus poussée. En revanche, on est sous des frais d'investissement qui sont différentes et que c'est propre à chacun de voir si c'est viable ou pas. Voilà, je l'ai fini. Merci beaucoup. Donc, on voit vraiment la complémentarité d'aller plus loin, les outils existent. Et donc, on vous propose donc d'intervenir en visio quand c'est des formations individuelles pour des freelances et de se déplacer en agence. Donc, Alexis se déplace aussi, peut former vos équipes, donc à plusieurs. Alors, on essaye d'éviter plus de 10 personnes, voilà, entre 8 et 10, c'est vraiment le grand maximum à chaque fois pour garder aussi un côté atelier très pratique. Donc, le matin, un peu théorique, on apprend les bases. Et puis l'après-midi, Alexis, vous faire des exercices pratiques en fonction de vos clients, d'aller sur des choses beaucoup plus opérationnelles pour vous, de faire des petits challenges aussi ensemble, donc vraiment de passer un bon moment pour qu'à la fin de la journée, vous ayez tous les outils. Alexis, tu peux parler aussi de ton drive que tu partages? Oui, tout à fait. Je donne l'accès à un drive exclusif à tous les gens que je forme. Je vais vous montrer rapidement le contenu du drive. Je peux partager l'écran? Bah non, je peux pas. Non, Euh, pas. alors, attends, faut que tu reprennes la main. Non, bon, Euh, c'est pas grave. non, c'est pas grave. Juste un drive en fait dans lequel ça fait donc un an que je fais de la veille quasiment quotidiennement sur le sujet sur Internet. Et donc j'ai beaucoup de contenu que j'ai mis dans un drive, qui est un drive évolutif, c'est-à-dire que le contenu plus ancien est régulièrement remplacé par du contenu plus récent. Et donc, on a des carousels, des bouquins sur le prompt, des documents que j'ai créés moi-même sur comment faire du photoréalisme, comment mettre des appareils photo dans une image, l'angle de vue, les pellicules et tout ça. Donc, c'est un drive qui est rempli de contenu. Il va y avoir une cinquantaine de fichiers. J'ai une trentaine de liens Internet des sites les plus intéressants que j'ai, etc., que je mets à disposition de tous les élèves que je forme et qui leur permet de rebondir après la formation et de commencer à créer du contenu dès le soir même.
et de progresser très très vite parce que il y a beaucoup de tutoriels en fait que j'ai récupérés de gens qui sont des influenceurs IA et Midjourney et qui permettent de maîtriser quasiment tous les éléments de Midjourney. Ce qu'on voit déjà, alors je reprends ce que tu disais le matin, on apprend les bases. Non, le matin, on n'apprend pas les bases. Le matin, on apprend tout sur Midjourney. Toutes les fonctionnalités, tous les paramètres, tout ce qu'on peut faire avec. Il n'y a pas une seule fonctionnalité que j'explore pas sur Midjourney. Et donc, à la fin de la journée, quand on a fait une matinée où on a appris tous les éléments de Midjourney à se servir de toutes les paramètres, toutes les fonctionnalités, et l'après-midi, on fait de la pratique, à la fin, les gens qui ont suivi cette formation savent maîtriser Midjourney à 100% et deviennent des pros de Midjourney, vraiment. Et donc sont en mesure de monétiser leur connaissance de Midjourney et de eux-mêmes, d'ailleurs, faire des formations s'ils le souhaitent. Parce que je laisse vraiment rien de côté. C'est comment dire, complet et Oui, encore. c'est très complet. J'essaye d'être le plus exhaustif possible. Voilà, c'est ça, le mot que je cherchais, Voilà. exhaustif, exactement. Et on a toujours d'excellents retours à chaque fois de les notes. Bravo Alexis, un de nos meilleurs Merci. formateurs aussi. Toujours très très bon retour aussi des participants. Désolé, on a un petit peu dépassé le temps. Merci pour votre attention. Donc là, je vous mets les QR Merci à codes si tous. vous voulez pour suivre Alexis, pour suivre Martino à droite. Si vous voulez vous former chez Acadie, ce sera bien volontiers qu'on discutera de votre projet ensemble. Allez sur le site acadie.fr. Vous aurez toutes les informations, nos coordonnées, etc. Si vous voulez, on peut prendre peut-être rapidement deux petites questions. Voilà, si vous voulez allumer votre micro, si vous voulez, ou dites-le dans le chat, de faire une petite séance de questions. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire jusqu'au bout. Ce sera disponible en replay aussi, bien Merci sûr. beaucoup à tous hein, et à toutes. Si vous avez des questions, on va rester encore un petit moment. Merci Gaëtan, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à allumer le micro si vous voulez qu'on discute encore quelques minutes ensemble. On fait un petit hamas 5 minutes. Ask me anything. Oui, pardon. C'est top, très bien. Moi, j'avais une question pour Martino. Est-ce qu'il y a des frustrations aujourd'hui que tu as avec les outils? Qu'est-ce que tu aimerais voir par la suite? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans les Stable Diffusion, les outils que tu peux avoir? Du coup, l'usage en termes de ressources, parce que en fait, il n'y a pas vraiment des limites au sens créatif aujourd'hui. C'est les temps que ça peut demander pour mettre en place, parce que c'est vrai que on a beaucoup de techniques intégrées qui existent. Quand on essaye de les combiner, ça peut être complexe. C'est toujours faisable. Je n'ai aucun blocage technique proprement dit. Mais est-ce que ça en vaut la peine en termes d'efforts à mettre en place? Et parfois, les plus frustrants, c'est quand je peux le faire, je suis arrivé à le faire, je n'ai pas les matériels pour le faire tourner. Ah ouais. Et donc, la démocratisation du matériel haut niveau à faible coût, aujourd'hui, pour certaines créations que je poussais, il a fallu utiliser des machines qui peuvent coûter jusqu'à 10 euros de l'heure. Non. C'est vraiment très cher. Donc, plus la recherche et le développement, donc ce sont des créations que finalement on est obligé de facturer assez cher derrière pour avoir. En fait, on est dans les fameux 20%, on fait 80% du travail, et puis il faut 80% d'efforts pour avoir les petits 20% en plus, quoi. Mm. Donc, c'est la frustration majeure que je peux avoir aujourd'hui, c'est trouver les clients. Enfin, il y en a, hein, mais souvent, les clients, il a du mal à voir ces fameux 20%, pourquoi ça prend autant d'efforts. Mm. Déjà, toujours le détail, hein. Le détail, c'est toujours le plus compliqué. Alexis, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Comment tu conclus généralement tes formations? Alors, je conclus généralement les formations en disant aux gens que Midjourney n'est pas un outil miracle. Moi, j'ai des frustrations, contrairement à Martino, avec Midjourney. J'ai des frustrations de mains qui ressemblent à rien, de skateboard avec des roues perpendiculaires à la planche, de vélo avec des guidons qui vont pas bien, de surf des neiges avec deux surfs sur un sous chaque pied. Donc, j'ai beaucoup de frustrations qui évidemment s'éliminent au fur et à mesure des nouvelles versions. Mais donc, ce que je dis aux gens, c'est important de... Je dis la même chose que je disais quand je travaillais dans l'impression 3D.
l'impression 3D, à l'époque, c'est une technique qui n'était pas hyper connue et les gens disaient, ah, c'est cool, l'impression 3D, on peut tout faire très vite et pas cher. Non, c'est pas vrai. On peut pas tout faire, on peut pas faire tout très vite et on peut pas tout faire pas cher. Donc, il y a des limites à l'impression 3D. Il y a aussi des limites à Midjourney. Je viens d'en parler. Midjourney, c'est pas non plus très bien traiter les concepts abstraits. Si on décrit quelque chose de très abstrait, Midjourney va galérer, va faire des images abstraites, mais qui ne sont pas hyper intéressantes. Donc, il ne faut pas penser que Midjourney va résoudre tous les problèmes des créatifs. Déjà, si on n'a pas d'idées, alors oui, on peut demander à Midjourney d'avoir des idées à sa place, mais c'est quand même mieux d'avoir des idées d'être créatif soi-même. Donc, c'est mieux d'avoir une base de, de, euh, de créativité en soi pour pouvoir utiliser Midjourney au mieux. Et donc, Midjourney, encore une fois, je le dis, c'est un outil qui s'intègre dans une suite d'outils, dans une boîte à outils. C'est un outil complémentaire, ce n'est pas un outil miracle. C'est un outil qu'on peut utiliser tout seul, effectivement, mais tout seul, il va avoir encore plus de limites. Mais si on intègre intelligemment dans un workflow avec des outils qu'on maîtrise déjà très bien, alors on va vraiment gagner du temps. Et moi, je le dis parce que c'est la vérité, ça fait 25 ou 30 ans que je fais de la création, que ce soit des bouquins, des poèmes, des images, des photos, des illustrations, des chartes graphiques, tout ça. Je me suis jamais senti aussi créatif depuis que j'utilise Midjourney. Voilà. Ça, en fait, l'idée, j'ai fait, je vous dis, à peu près 15 000 images. Donc 15 000 images, ça m'a donné, à chaque fois que je génère des nouvelles images, j'ai de nouvelles idées. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Plus on génère d'images, plus on a des idées, plus on a d'idées, plus on génère d'images. Et ça, c'est quelque chose que Midjourney. Enfin, moi, j'ai jamais eu ce sentiment avec Photoshop, par exemple, que j'utilise depuis 15 ans ou 10, 12 ans, facile. Je me suis jamais senti plus créatif avec Photoshop. Je pouvais faire plus de choses, mais ma créativité, mon imagination n'était pas aussi, comment dire, euh, poussée par Photoshop que par Midjourney, quoi. C'est ça. Donc voilà, Midjourney n'est pas un outil miracle, c'est un outil qui s'intègre dans une suite logicielle et qui booste la créativité et la productivité. Voilà. Parfait, merci pour ces notes d'optimisme et aussi d'espoir parce que voilà, il y a beaucoup de critiques aussi de se dire est-ce que ça va remplacer le créatif? Bah là, on voit que ça booste encore plus la Ça créativité. booste les créatifs, ça les remplace, ça les booste. Et ça donne un avantage aux créatifs qui l'utilisent par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas. C'est clair. Ça, c'est sûr. Voilà. On arrive au terme de ces webinaires. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci Merci à Alexis. tous. Merci, Sam. Merci, Martino. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne fin de journée à vous. À bientôt. À bientôt.